Merci et bonjour à tous. Donc en effet, je vais un petit peu élargir parce que je vais finalement assez peu parler viticulture. Je vais plus parler eau et territoire. Voilà, donc je vais vous parler du poids socio-économique de l'agriculture irriguée sur le bassin Adour-Garonne. Donc c'est les résultats d'une étude qu'on a menée en 2020 et 2021. Alors pourquoi vous présenter ça aujourd'hui ? Parce que les résultats peuvent avoir de l'intérêt et montrent comment l'irrigation peut être un levier socio-économique pour maintenir de l'emploi et de la valeur dans les territoires. Mais il y a surtout des enseignements méthodologiques qui peuvent être intéressants et vous intéresser pour reproduire certains types de démarches sur des terroirs plus viticoles, pour discuter notamment l'usage de l'eau dans des systèmes viticoles. Alors, cette étude, elle a été coordonnée par les 2 chambres régionales d'agriculture Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de la DRAF Occitanie et de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Elle a eu pour objectif de mettre en lumière la place et le rôle de l'agriculture irriguée dans l'économie agricole, mais aussi agroalimentaire du bassin Adour-Garonne, avec pour finalité donc de contribuer aux réflexions en matière de politique publique, d'aider à la prise de décision sur le sujet et de renforcer la communication. Alors elle se structure en 2 parties qu'on a voulu complémentaires méthodologiquement, mais aussi sur l'échelle d'analyse, parce que la première partie est à l'échelle de toute Adour-Garonne. On a cherché à quantifier l'enjeu socio-économique que représente l'irrigation pour le bassin, avec des zooms sur certaines filières, donc sur l'aval, en l'occurrence sur la partie aval des filières, parce que l'amont était trop difficile à travailler et pour faire le lien justement avec l'irrigation. Donc on s'est appuyé sur des données statistiques, donc le recensement, les comptes de l'agriculture, etc., et comptables avec un échantillon de données Cerf-France sur la période 2015-2018. Et ce travail a été complété par des enquêtes auprès des opérateurs de filières. Et à cette première partie assez quantitative, on a voulu une deuxième partie qui soit plus spécifique aux enjeux locaux, plus localisée, où on a travaillé à l'échelle de 5 sous-bassins pour expliciter la place de l'irrigation au sein des exploitations agricoles et dans la dynamique des territoires. Donc pour cela, on a utilisé la méthode de diagnostic agraire qui a été développée par l'UFR d'agriculture comparée à AgroParisTech et qui vise à comprendre de manière exhaustive l'évolution de l'agriculture d'un territoire. Donc on la comprend bien dans son ensemble, donc l'agriculture irriguée, mais pas que, l'ensemble des agriculteurs du territoire, et pour comprendre les stratégies des différents types d'agriculteurs et expliquer la logique des exploitations aujourd'hui, expliquer leur fonctionnement technique et comparer leurs résultats économiques. Donc c'est un travail de terrain important, avec de nombreux entretiens auprès d'agriculteurs et bien sûr en cherchant à valoriser tout ce qui est existant en termes de biblio et de données statistiques. Alors les 5 territoires qu'on a choisis pour cette deuxième partie de l'étude, on les a choisis de manière à représenter la diversité du bassin Adour-Garonne, donc qui va des Poitou-Charentes à l'Ariège, donc on a une grande diversité géographique et du coup agricole. On a cherché à avoir des territoires qui soient en même temps suffisamment contrastés entre eux, mais des territoires qui soient aussi diversifiés, au sein desquels on puisse comparer différents types d'agriculture, et aussi des agriculteurs qui irriguent et d'autres qui n'irriguent pas. Donc un premier territoire dans le nord du bassin, choisi notamment pour discuter du lien entre l'eau et l'élevage laitier, la Boutonne amont. Le territoire des Landes de Gascogne, où on a un lien très fort à l'irrigation, puisque la quasi-totalité des exploitations irriguent aujourd'hui. Le territoire de l'Adour-Amont, donc c'est la partie gersoise de l'Adour-Amont, qui est impliqué dans un projet de territoire pour la gestion de l'eau, donc au sein duquel ce travail donc, de compréhension, de consolidation des connaissances agricoles a pu être valorisé, et qui est un territoire diversifié entre la vallée de l'Adour et les coteaux. Le territoire du Tarn-Aval autour de Moissac, très orienté autour de la production arboricole, mais pas que, sur la partie des coteaux notamment. Et enfin, le Lauragais-Tarnais, le bassin du Giroux, où on a choisi ce territoire parce qu'il a eu aussi une histoire différente sur l'évolution de l'irrigation, avec un déclin plus fort ces dernières décennies. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'analyse d'un de ces territoires. Je vais utiliser certains des résultats pour illustrer des enseignements de l'étude, mais c'est des données qui sont disponibles si elles vous intéressent.
Et puis voilà, ce qui est surtout intéressant, c'est que chacun de ces territoires a bien sûr eu sa propre évolution, et c'est cette évolution qu'on a cherché à comprendre pour expliquer selon les conditions pédologiques différentes que vous voyez à l'écran, mais aussi les conditions d'accès à l'eau qui n'ont pas été les mêmes et ne sont pas les mêmes aujourd'hui pour tout le monde, quelles ont été les évolutions, et ce qui explique aujourd'hui la diversité de chacun de ces territoires. Cette approche historique, elle a notamment été très importante dans les territoires où il y a des inégalités d'accès à l'eau, parce qu'elle explique pourquoi aujourd'hui tout le monde ne fait pas la même chose, et quels sont du coup le champ des possibles pour les uns et pour les autres. Alors juste pour que vous sachiez, l'ensemble des résultats de l'étude sont disponibles sur le site de la Chambre régionale d'agriculture Occitanie, donc du replay du webinaire de fin d'études aux différents livrables. Il y a aussi la plaquette 4 pages qui est... vous pouvez la prendre sur la table à l'entrée. Voilà. Alors du coup, les principaux résultats. Le premier message clé, c'est la contribution forte de l'agriculture irriguée à la production agricole. Donc vous voyez sur ce schéma, 12,2 milliards d'euros, c'est la valeur de la production agricole du bassin Adour-Garonne, au sein de laquelle a été identifiée la valeur de la production végétale hors vigne. Alors ça va être un peu forcément la frustration, puisqu'on a dû exclure, on a fait le choix d'exclure la vigne du travail sur cet aspect quantitatif macro, parce que la valeur produite par la vigne et la viticulture est importante, puisqu'on voit bien que le différentiel entre ces 12,2 milliards et 4,5 milliards, c'est la production la valeur de la production viticole et la valeur des productions animales, pour lesquelles on n'a pas réussi à isoler finement le lien à l'irrigation. Donc du coup on ne s'est pas testé à faire quelque chose de trop hasardeux. Et 1,8 milliard d'euros, c'est donc la part qui est liée à l'irrigation. Donc ça représente 41% des 4,5 milliards d'euros, donc de la valeur de la production végétale hors vigne qui est imputable à l'irrigation. Et à titre de comparaison, ça représente 18% des volumes, donc 5 millions de tonnes, même si on additionne des choux et des carottes. Cette valeur, elle se répartit entre les différentes cultures telles que vous le voyez, avec du coup une part importante de la valeur produite par les fruits et les légumes, près de 2 tiers, et le maïs, grains et semences, qui fait un peu plus d'1 tiers, donc qui continue de tenir une place importante du point de vue de la valeur, même si en termes de surface, on voit qu'entre 1990 et 2020, on a eu un recul des surfaces en maïs de 10 points de pourcentage, et qui donc ont laissé place à une plus grande diversité de cultures, entre autres notamment les vergers par exemple. Si on regarde la participation de ces productions dans la valeur métropolitaine, on voit le rôle important de ces productions de légumes et de fruits, mais aussi de maïs et de protéagineux, sachant que en plus les fruits, le maïs et les semences sont en majorité exportés, donc participent aussi à la balance commerciale du pays. L'irrigation favorise le maintien de l'emploi, puisque l'irrigation permet souvent des cultures à forte valeur ajoutée qui demandent beaucoup de travail. Donc on a pu identifier que près de 30 000 emplois étaient directement liés à l'irrigation. Donc à titre de comparaison, la viticulture en Adour-Garonne, c'est 40 000 emplois au niveau des exploitations agricoles. Et un autre chiffre pour comparer les exploitations qui ont une part élevée de cultures à forte valeur ajoutée qui nécessitent de l'irrigation, on a jusqu'à 3,7 UTH pour 100 hectares contre 1,6 UTH pour 100 hectares dans des exploitations qui n'irriguent pas. Si on regarde pour l'aval de la filière, donc on a cherché de la même manière à lier les entreprises qui transforment ou traitent des produits issus de l'agriculture irriguée. Et donc, on a pu identifier que 6% des entreprises agroalimentaires du bassin ont un lien fort à l'irrigation et emploient 10% des salariés. Et sur la carte, vous avez le premier niveau de l'aval, des entreprises de l'aval. Et donc, on voit qu'elles maillent relativement bien le territoire, ce qui contribue bien sûr au maintien du tissu rural sur l'ensemble du bassin, mais on voit quand même aussi une concentration très forte le long de la Garonne liée à la production de fruits et donc à la concentration d'entreprises
liées à cette filière. Donc à titre d'illustration, le diagnostic agraire qu'on a mené dans le Lauragais tarnais a permis de montrer que l'irrigation était l'un des moyens pour maintenir des exploitations de plus petite taille. Donc dans ce territoire, l'irrigation s'est développée à partir des années 70 avec la création de retenues collinaires pour irriguer surtout le maïs grain. Et puis à partir des années 90, l'irrigation a rencontré pas mal de limites, qu'elles soient économiques ou agronomiques. Alors économiques parce qu'on a eu une chute des prix agricoles dans ces années-là et en parallèle une montée du coût des moyens de production et notamment de l'énergie. Donc on a eu une irrigation qui a été plus coûteuse et qui, sur les coteaux, nécessitait beaucoup de temps de travail. Et puis rencontrer des premières limites agronomiques parce que quand elle était assez abondante, elle pouvait causer des problèmes sur ces sols qui sont à haut taux d'argile. Donc du coup, à partir des années 90, on a eu différentes stratégies au sein des exploitations agricoles, avec les exploitations les plus grandes qui ont fait le choix d'arrêter l'irrigation pour faire des cultures type blé, enfin voilà, des grandes cultures qui nécessitaient moins de travail et qui du coup leur permettaient qui du coup ont entraîné un agrandissement de l'exploitation, mais qui était aussi à plus basse valeur ajoutée. Et aujourd'hui, on a la majorité de ces exploitations qui, quand elles sont transmises, nourrissent des entreprises de travaux agricoles qui exploitent sur le même modèle agronomique aujourd'hui plusieurs centaines, voire jusqu'à environ 1000 hectares. Et puis on a d'autres exploitations, des plus petites exploitations, qui pour certaines ont fait le choix de maintenir l'irrigation et d'irriguer des cultures à plus forte valeur ajoutée, donc notamment des semences potagères par exemple. Et donc ça leur a permis de maintenir plus d'emplois par unité de surface. Donc là vous avez la comparaison de l'assolement de deux types de systèmes de production. Donc à gauche, un système qui n'irrigue pas et à droite, un système qui irrigue, avec à chaque fois un actif familial et qui ont la caractéristique de tous les deux dégager le même niveau de valeur ajoutée nette par actif. Et donc on voit que le système irrigué permet de maintenir un actif sur 75 à 110 hectares avec un assolement plus diversifié que le système qui n'irrigue pas, qui pour un actif couvre 225 à 300 hectares. Donc l'irrigation est un potentiel de valeur ajoutée puisqu'elle permet, et elle est bien souvent une condition aussi à l'accès de cultures à forte valeur ajoutée. C'est le cas notamment d'un certain nombre de cultures contractuelles, les semences, des cultures légumières, etc. Et la culture de ces productions à forte valeur ajoutée permettent une nette amélioration des résultats économiques en termes de niveau économique, mais aussi une forme de stabilisation de ces revenus lorsque c'est des cultures contractuelles pour lesquelles il y a un certain engagement. Donc là, vous voyez différents niveaux de valeur ajoutée pour des exploitations qui ont un lien croissant à l'irrigation. Donc ça veut dire qu'elles ont de gauche à droite sur le diagramme une part de plus en plus importante de cultures à forte valeur ajoutée qui nécessitent l'irrigation. Et on a des niveaux de valeur ajoutée qui vont de plus 400 à plus 200 à plus 600 euros de valeur ajoutée par hectare supplémentaire pour les exploitations qui dégagent le plus de valeur ajoutée et qui ont le plus de cultures à forte valeur ajoutée. Donc à titre d'illustration, le diagnostic agraire dans la partie gersoise de l'Adour-Amont a permis de comparer des systèmes qui n'ont pas accès du tout à l'eau de la même manière. Et vous avez là un graphique qui représente la valeur ajoutée nette par actif donc pour les différents systèmes modélisés, et sur leur donnée à droite, la part de la SAU irrigable. Et donc on voit bien un gradient de valeur ajoutée et un lien net avec la part de la SAU irrigable, puisqu'on a à droite les systèmes de la vallée de l'Adour qui ont les surfaces irrigables les plus élevées et qui dégagent les plus hauts niveaux de valeur ajoutée par actif. Et à l'opposé, on a les systèmes de coteaux avec peu de surface irriguée, mais parfois une petite surface irriguée qui pour autant joue un rôle crucial dans le maintien, la stabilisation du revenu agricole et du coup le maintien de l'exploitation. Et puis les domaines viticoles à mi-chemin qui sortent un peu du lot et aujourd'hui n'ont pas été modélisés comme utilisant de l'eau puisque c'était encore assez marginal.
même si c'était dans les réflexions. Et l'irrigation comme condition d'accès à des cultures contractuelles, j'en ai déjà parlé. Donc, dans le contexte actuel, que ce soit socio-économique ou environnemental, les agriculteurs qui utilisent l'eau cherchent à améliorer l'efficience de l'eau. Donc, chercher à améliorer l'efficience de l'eau, ça veut dire chercher à obtenir un ou des résultats, que ce soit de qualité, de rendement, en optimisant l'utilisation de l'eau et en cherchant à minimiser les effets négatifs que son utilisation peut avoir. Donc, ça se traduit concrètement par des économies d'eau, par du pilotage de l'irrigation, mais aussi par des changements de pratiques et des changements d'utilisation de l'eau. Donc en sécurisant les différentes phases de développement des cultures, que ce soit la levée, la floraison, le remplissage, etc., l'irrigation peut être un levier de la transition agroécologique en facilitant et en sécurisant le développement d'une plus grande gamme de cultures. Le champ des possibles n'est pas le même, ce qui permet de diversifier les assolements, que ce soit des assolements de culture ou des assolements de fourrage, et donc assurer aussi une sécurité fourragère à des éleveurs, et d'allonger les rotations. En sécurisant la levée des cultures et des couverts, ça peut permettre d'étouffer les adventices et donc de réduire l'utilisation des phytosanitaires, des herbicides, pardon. Et voilà, du coup, en ce sens, l'irrigation, ça peut permettre de maintenir des niveaux de production pour les exploitations agricoles, donc d'assurer leur maintien, mais aussi de sécuriser des filières locales émergentes. Et un dernier point à ce sujet que je voulais souligner aussi qui est important, c'est que l'accès à des cultures à forte valeur ajoutée, ça permet aussi d'avoir, pour les agriculteurs, d'avoir la marge de manœuvre, de faire ces changements de pratiques et de pouvoir davantage entamer ces changements tout en s'assurant un revenu économique. Donc au-delà de... Voilà, Ariane, s'il te plaît, il faut... Ouais, j'ai une dernière slide, donc je finis là-dessus. C'est le point méthodologique sur lequel je voulais revenir, qui est cette approche qu'on a eue dans les différents territoires, qui vise à s'interroger sur qui utilise l'eau et pourquoi faire. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une approche où on retrace l'évolution de l'agriculture pour expliquer la situation actuelle. Et c'est un travail exhaustif à l'échelle d'un territoire qui a du coup le mérite d'associer les acteurs, d'associer les agriculteurs à ce travail-là et d'avoir un résultat qui soit objectif, qui soit dynamique, parce que cette évolution de l'agriculture, c'est la vie des acteurs des territoires et généralement les gens s'y retrouvent, en tout cas c'est l'objectif, et partagée pour pouvoir ensuite discuter de prospectives et d'éventuellement rebattre les cartes. Voilà. Et c'est une méthode qu'on cherche à déployer dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l'eau dont on a pu entendre parler ce matin et qui semblerait intéressante aussi à mettre en œuvre sur des territoires viticoles pour discuter la place de l'eau dans les différents systèmes et notamment viticoles. Et j'ai fini. Okay.